contenu pour nourrir votre quotidien. Des conseils et des solutions pratiques. Des experts qui partagent leur vision. Bienvenue dans les balados du RQRA. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des balados du RQRA. Nous sommes en direct du Centre des Congrès de Québec et on reçoit aujourd'hui Sonia Morin, propriétaire des Quartiers A, mais également administratrice au conseil d'administration du RQRA. Bonjour Sonia et bienvenue. Merci, bonjour Ahmed. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous parler de vous? Qui est Sonia Morin et qu'est-ce qui l'a mené au domaine des RPA? Bien, tout d'abord, je suis infirmière de profession, donc j'ai fait mon diplôme ici à l'Université de Montréal comme infirmière. Le fait de me marier m'a amené à m'exiler en région et le premier emploi que j'ai trouvé comme infirmière, c'était dans un CHSLD, clientèle que je n'avais pas du tout côtoyée là, dans mes études. Et je suis tombée en amour. Ça a vraiment été un coup de foudre avec les aînés et ça fait 25 ans que ça dure. Donc j'ai été tout d'abord 15 ans au total, 18 ans dans le réseau public, 3 ans infirmière, 15 ans comme gestionnaire. Donc, j'ai géré le soutien à domicile, les CHSLD. Donc, je connais très, très bien tout l'accompagnement des aînés dans la sphère publique. Et en 2016, j'ai eu la chance d'aller aux Pays-Bas visiter les quartiers Alzheimer pour mon développement personnel. Puis pour moi, ça a été une grande révélation qu'on pouvait faire beaucoup autrement dans l'accompagnement des personnes aux aînés, surtout avec des troubles cognitifs. Puis là, je me suis dit, jamais j'arriverai à faire ça dans le réseau parce que c'est trop contraignant. Puis, tu sais, c'est dur de faire de l'innovation. C'est très long faire de l'innovation. Donc, j'ai décidé de démissionner puis de m'acheter une résidence dans mon village pour pouvoir me lancer dans mon projet de développer cette philosophie-là. Et donc, c'était en quelle année, ça, à peu près? Ça, en 2018, dans le fond, que j'ai quitté le réseau là, pour acheter la résidence qui est devenue les Quartiers A. Et quand vous êtes donc devenu propriétaire de cette résidence, est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont marqué ou des choses que vous avez notées par rapport des différences par rapport au système public? Bien, c'est sûr, c'est tout l'aspect entrepreneurial. Hein. Dans le fond, là, on est maître à bord de nos budgets, de notre développement, de notre innovation. Mais en même temps, j'ai trouvé qu'il y avait aussi beaucoup de contraintes. La certification, le TAL et tout. Donc, de conjuguer ça, oui, j'avais la liberté de pouvoir mettre en place mes approches cliniques, mais je devais faire face aussi aux contraintes quand même administratives. Donc, on n'était pas 100% libre de faire tout ce qu'on veut. Là, oui. Et parlez-nous justement un peu plus de votre résidence, les Quartiers. Je sais que c'est un modèle assez particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Donc, on est situé, c'est 38 unités, donc c'est une petite résidence. On est situé sur le bord du fleuve. Dans le fond, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment amener l'approche clinique des quartiers Alzheimer, c'est-à-dire donc de favoriser tout l'aspect activité de la personne, l'occupationnel, maintenir l'autonomie debout, donc de laisser la liberté aux gens. Donc, nous, on a des gens, le 2 tiers de la clientèle a des troubles neurocognitifs. On les évalue et on gère le risque. Donc, il y en a qui sortent. Puis, comme je vous dis, on a la route 132, puis on a le fleuve de l'autre côté. Donc, des risques, il y en a chez nous. Mais on a des gens avec des troubles neurocognitifs qui sortent dehors, qui marchent à tous les jours, qui sont libres de circuler. Oui, nos portes sont fermées, mais on leur donne une carte, dans le fond, d'accès, puis ils sont capables de circuler. Donc, avec ça, vient tout le programme d'activité, de stimulation à l'autonomie, ce qui fait que notre objectif, c'est de les amener, j'appelle, peut-être un peu bizarre comme terme, mais à mourir debout. C'est-à-dire que la maladie dégénère, mais la partie où ils vont être alités devient très, très courte, comme aux Pays-Bas. Donc, on ne parle plus d'années, mais on parle de mois. Puis pour moi, bien, ça, c'est un grand succès là, pour ces gens-là d'avoir une qualité de vie, même si cognitivement, ils sont très, très avancés dans la maladie. Donc, si je comprends bien, au Quartier A, on arrive à favoriser, mais aussi à maintenir, on va dire, une certaine autonomie pour les résidents? Oui, tout à fait. Donc, ça passe autant dans les soins d'hygiène, donc d'accompagner la personne à faire tout ce qu'elle... On est là en accompagnement. Donc, tout ce qu'elle est capable de faire, on va être juste un guide, on va la laisser faire et on les laisse circuler dans la résidence. Ensuite de ça, on a tout un programme d'activité individuelle, programme de marche, programme d'activité sociale. Les gens font de la cuisine, sont capables d'utiliser des couteaux, puis ils ne se couperont pas. Donc, on passe aussi par la musique, par les jeux, les activités physiques. Donc, vraiment, tout est bâti pour maintenir l'autonomie, parce que c'est vraiment ça le nerf de la guerre. Plus on maintient l'autonomie, bien, plus la personne on va être capable de rester chez nous longtemps.
Alors, vous le savez maintenant, ça fait un petit moment que vous êtes dans le domaine des RPA. Depuis la pandémie notamment, les RPA sont pas mal chahutés euh, à travers différents niveaux. Comment est-ce que vous évaluez la situation actuelle du secteur? C'est sûr qu'on est dans, je dirais, je pense qu'il y a un virage qui va s'imposer avec le vieillissement qui arrive. On l'a vu dans les conférences ce Mhm. matin. On n'est pas vraiment prêt à faire face au tsunami gris. Mais en même temps, les besoins sont là. Besoin de soins, besoin d'accompagnement. Donc, il va falloir qu'on s'arrime avec le gouvernement pour être en mesure de faire face. Puis je pense qu'on est une des solutions là, dans ce tsunami-là. Mhm. Donc, les résidences. Moi, je pense surtout, puis c'est ma spécialité, mais les troubles neurocognitifs, c'est des gens qu'on ne pourra pas maintenir longtemps à domicile parce Mhm. qu'il y a toute une question de sécurité puis de s'organiser avec les repas et tout. Donc, on va avoir besoin de place pour ces gens-là. Puis les gens, tu sais, ils vivent longtemps. Puis ça, c'est l'autre partie de clientèle qu'on a, c'est le grand âge. Donc, les gens vivent, oui, à la maison jusqu'à 85, 90 ans, mais ils vivent jusqu'à 100 ans. Donc, le dernier 5-10 ans, bien, ils ont encore besoin de soins, puis c'est dans des milieux comme les nôtres qui arrivent. Donc, il va falloir vraiment s'ajuster pour cette clientèle-là qui va nécessiter un accompagnement, puis qui va avoir besoin de soins, là. Alors, vous, les défis que vous venez de citer, vous y faisiez face quasiment au quotidien. Comment Oui. est-ce que vous essayez de vous adapter pardon, dans votre gestion quotidienne? Bien, moi, j'ai une excellente relation avec notre CLSC. Comme Mhm. on est un peu un modèle à part, on a développé les services achetés sont au rendez-vous dans le sens que le CLSC investit dans la portion soins, Mhm. l'usager paye sa part, j'ai découvert. Évidemment. Et c'est ce qui fait qu'on arrive, puis je pense que c'est un des la force des quartiers A, c'est qu'on peut démontrer qu'au Québec, on peut aller loin avec une Oui. clientèle à moindre coût pour l'État, avec des services achetés, un peu comme Humanité aussi à Mhm. Québec, qui a des Oui. allocations directes. Donc, c'est faisable de faire du soin, puis longtemps, puis de sauver des sous pour l'État, là. Est-ce que selon vous, on devrait travailler un peu plus sur ce genre de partenariat et de Ah, relations de confiance comme ce que vous oui, avez avec votre CLSC? tout à fait. Tu sais, Ouais. c'est sûr que moi, la confiance, c'était facile parce que c'était mes collègues. Tu sais, Mhm. j'ai été avec eux avant, j'ai démissionné, mais on se connaissait. Mais je pense que au-delà de ça, on devrait répliquer ça partout, là. Quand on est vraiment en lien de confiance, on peut faire vraiment des belles choses, puis on fait la différence dans la vie de ces gens-là. Puis c'est les familles qui sont contentes. On garde leurs proches dans la communauté, ils sont stimulés, ils sont contents de voir leurs parents debout, s'impliquer dans les activités, puis de faire en sorte que le dernier bout, bien, il est très court, ou ils vont décéder tout simplement, là, tu sais, sans passer par le réseau public du tout, là. Est-ce qu'on devrait essayer peut-être pour l'avenir de développer un peu plus ce genre de modèles qui sont plus adaptés, plus personnalisés aux résidents qu'on accueille selon vous? Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'on a tout intérêt. Puis c'est grand le Québec. Il y a Mhm. les grandes villes, mais moi, je suis en région. Il y a beaucoup de régions. Je pense que c'est des modèles à échelle humaine. Puis des CLSC, il y en a partout au Québec. Donc, d'avoir des petits milieux de vie. Puis on l'a vu aussi avec M. Voyer ce matin. Mhm. Tu sais, il disait la maisonnée. Bien, moi, je le vois, c'est vrai que ça a un impact aussi sur la qualité de vie puis l'autonomie de la personne. Fait que si on veut éviter l'institutionnalisation, éviter d'avoir des places de plus en CHSLD. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on mise sur plusieurs petits milieux de vie comme ça partout au Québec, là, tu Oui, sais. parce que malheureusement, les fermetures qui surviennent le plus en plus ces Oui, dernières années, c'est surtout en région. oui, Les centres urbains sont un peu moins touchés. oui. Puis ça, il faut avoir de l'aide parce que c'est sûr, tu sais, je ne vous cacherai pas que tout n'est pas rose. Mhm. C'est dur quand on est propriétaire. Ben moi, je suis avec mon conjoint, mais il reste qu'on assume cette charge mentale-là 24 heures sur 24. Oui, on n'est pas toujours dans la résidence, mais dès qu'il y a un pépin, c'est nous qui répondons. Fait que, tu sais, est-ce que dans l'avenir futur, est-ce qu'on pourrait avoir aussi des partenariats avec des plus grandes résidences pour appuyer des petits propriétaires et de leur donner du repos? Mhm. Parce que des fois, c'est pas le cœur qui est plus là, c'est juste l'énergie qui est plus là. Donc, ça aussi, c'est quelque chose Mm. je me dis, est-ce qu'on peut, à même aussi l'industrie, s'entraider pour pouvoir permettre à ces petits milieux-là de vivre, là. Oui, oui, c'est de favoriser en fait une meilleure collaboration entre Oui, tous les acteurs du oui, secteur. oui. Est-ce que vous avez, quand vous êtes lancé dans cette aventure donc, des quartiers A, euh, vous avez senti peut-être un manque d'accompagnement autour de vous, avec les différentes structures qui gravitent autour du secteur des RPA?
C'est sûr que si j'avais pas eu les connaissances que j'avais du réseau public, je pense que ça aurait été très, très, très difficile. Tu sais, Ouais. tout l'aspect certification, ce bout-là, je le maîtrisais. L'aspect des partenaires en santé aussi, je le maîtrisais. Mais quelqu'un qui arrive comme ça dans le domaine, je pense que ça peut être difficile. Faut pas oublier aussi que c'est une entreprise. Ça, moi, j'ai été chercher un cours de lancement d'entreprise c'est le volet qui me manquait. Donc, il faut outiller les propriétaires, les futurs propriétaires, parce qu'on ne peut pas s'improviser dans ça, là. Et il reste que mon bagage de gestionnaire en CHSLD, bien, j'en ai géré des unités de soins, fait que, tu sais, je l'avais, mais quelqu'un qui n'a jamais fait ça, ça peut être difficile, là. Et puis là, il y a tout l'aspect aussi gestion d'entreprise qui entre en compte. Oui, tout à fait. Il faut livrer les états financiers, le comptable, tout ça, la comptabilité est là. Donc, fait que c'est tout ça qu'on porte comme petit propriétaire. Il faut assurer la certification, il faut répondre au MAPAC, il faut gérer les ressources humaines, tout l'aspect administratif, les plaintes, les familles, les admissions, les sorties. Fait que ça devient parfois lourd pour un petit propriétaire. Fait que donc, est-ce qu'on peut penser dans un futur moyen dire que, je pense à il y en a des grosses RPA pas loin de chez nous, à 20 km. Est-ce qu'on pourrait avoir un soutien de garde pour nous permettre d'avoir des fins de semaine, puis dire, OK, en fin de semaine, c'est pas moi qui résout les problèmes. Je lance des pistes comme ça. Oui, des pistes de réflexion. On arrive quasiment au bout de l'entrevue. Est-ce que vous avez peut-être un conseil à donner aux gestionnaires, aux propriétaires de résidences qui vont nous écouter, ou peut-être même à quelqu'un qui a envie de se lancer dans le domaine des RPA? Mais moi, je pense que si vous avez un grand cœur, si vous aimez les aînés, c'est un monde merveilleux, parce que les aînés nous le rendent fois 100. Des fois, malgré tous les problèmes qu'on a, un sourire, un câlin, je peux vous dire que ça vaut beaucoup de dollars et de paye. Mais le meilleur conseil que je donnerais, c'est de s'entourer. Il ne faut pas se lancer. C'est pas je vais m'occuper des personnes âgées, je vais me rentrer, j'ai 10 chambres dans ma maison, ça ne s'improvise pas. Faut le planifier, il faut s'entourer, il faut connaître les lois, les procédures, parce qu'on est très réglementé. Ça peut vite devenir un calvaire si tout ça devient difficile. Un grand merci, Sonia Morin, d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes propriétaire de la résidence Les Quartiers A, mais aussi administratrice au sein du conseil d'administration du RQRA. Merci, Sonia. Merci, Ahmed.